Horlogerie francophone. Donc il est 21 h, c'est parti. On est en direct avec Pascal Michel, qui est le responsable Anart France. Donc Anart est une marque allemande, c'est la première marque non francophone qu'on a sur le groupe, mais on a son représentant francophone, donc ça va bien se passer. Alors, on va commencer par demander à Pascal de se présenter. Alors vas-y, je te laisse te présenter toi et ensuite brièvement la marque. Très bien, enchanté, Pascal Michel. Donc moi je suis français, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. J'ai travaillé très longtemps dans l'horlogerie, hein. Je ne vais pas vous donner mon âge, mais je ne suis pas de la dernière pluie. Et donc j'ai travaillé, en fait je suis arrivé dans l'horlogerie par hasard. J'étais dans une école de commerce et j'organisais des séminaires, des conférences avec des dirigeants. Et un jour, j'ai eu la chance d'avoir le dirigeant de quartier qui est venu faire une conférence dans mon école. Et à la fin, je lui ai demandé un stage. Et donc ça, c'était il y a quelques années. Et donc, je lui ai demandé un stage. Et j'ai fait 3 mois dans son département en relations publiques internationales. Et puis après, je lui ai demandé s'il était possible de faire ce qu'on appelait le VSNE, une coopération pour travailler à l'étranger au lieu de faire son service militaire. Et donc, je suis parti travailler chez Cartier en Allemagne, où j'ai travaillé sur les marques Cartier, Piaget, Baume & Mercier. Après, j'ai travaillé chez Montblanc et après, j'ai rejoint une maison de luxe qui s'appelle Chanel, où je me suis occupé de l'horlogerie au niveau international. Donc, j'ai lancé la J12. Et puis, après, j'ai fait un MBA. Après, j'ai travaillé comme consultant et aussi pour une maison de mode qui s'appelle Salvatore Ferragamo, pour laquelle j'ai lancé la division horlogère. Et puis après, j'ai lancé ma société de distribution. Distribution donc, sur les marchés francophones, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, avec la volonté d'apporter justement des marques nouvelles. Lorsque je regardais le marché de l'extérieur, hein, quand j'étais dans une logique plutôt de gestion de marque internationale, en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient le travail d'agent ou le travail de distributeur-importateur. Et donc, en fait, sur le marché français, il y avait relativement moins de marques présentes parce qu'il y avait justement ce goulet d'étranglement, pas assez d'agents qui importaient des marques de montres ou de distributeurs qui faisaient le même job à peu près. Et en fait, quand vous regardez le marché, en Italie, il y a nettement plus de marques de montres qu'en France parce qu'il y a nettement plus d'agents et nettement plus de distributeurs. Donc, j'ai décidé de faire ce job-là. Et en fait, j'ai développé finalement un portefeuille de marques qui commençait assez bas, avec des marques à 100 €, 150 € comme Mondaine, puis Victorinox à partir de 250, 300 €. Puis j'ai pris une marque aussi parce que c'était important pour le marché français, qui était la marque Karl F. Bucherer, qui était une marque qui est très connue en Chine, qui est la marque de montre du groupe Bucherer. Maintenant voilà. C'est connu. Hein. Maintenant c'est connu, et donc ça c'était il y a quelques années déjà. Et en fait, on la vendait très très, très bien aux Chinois qui arrivaient, qui disaient Bao Chilai, qui est le nom de Bucherer, de Karl F. Bucherer en Chine. Et en fait, donc on vendait très bien des montres entre 1500 et 15 000 €. Donc ça c'était pour la marque Karl F. Bucherer. Et puis j'ai fait d'autres marques, donc Bulova aussi, et puis j'ai fait et Anart, du coup, tu as commencé quand? Anart, j'ai commencé il y a 11 ans. Et donc Anart, effectivement, c'est une marque que j'ai choisie parce que c'était une marque de chronographe avec une très très belle histoire. Et donc, ça m'amène justement à vous présenter Anart en quelques mots. Anart, c'est une marque qui a été créée en 1882, donc qui va fêter ses 140 ans l'année prochaine, et qui a, on va dire, une histoire très très riche. Alors du fait de l'ancienneté, d'une part. Ils ont en fait 2 parties dans l'histoire. Une partie, on va dire, comme beaucoup de marques, hein, jusqu'en 1920-1930, il n'y avait pas beaucoup de montres bracelets. Il y avait des montres bracelets pour femmes, il y avait peu de montres bracelets pour hommes. Donc avant cette période-là, ils faisaient des chronos à main.
Et ils étaient d'ailleurs, ils sont devenus leaders à partir de 1924 parce qu'ils ont développé des chronos à main qui étaient abordables. Vous verrez d'ailleurs que ce terme d'abordable, c'est un terme qui est cher à l'ADN de la marque, puisqu'encore aujourd'hui, on propose des montres dont un des aspects, c'est d'être abordable. Donc, ils ont fait des chronos abordables à partir de 1924, chronos à main, hein, des petits chronos tout ronds qu'on déclenche avec la main. Et puis, à partir des années 30, fin des années 30, milieu des années 30, ils ont commencé à développer des montres bracelets. Et en fait, ils sont développés sur et là c'est un des éléments clés de la marque, c'est ce qu'on appelle les chronographes bicompax. Donc bicompax, c'est 2 compteurs par opposition à 3 compteurs tricompax qui sont moins lisibles. Donc en fait, il y a toute l'information qui est comprimée dans un cadran bicompax et donc qui est nettement plus lisible. Donc on est sur une logique de chronographe professionnel. Cette montre-là que je vous montre d'ailleurs, c'est une montre qui a été créée en 1938 et c'est une demande de la marine. La marine a demandé une montre avec un monopoussoir et l'idée était que les officiers de marine avaient dans une main un sextant et dans l'autre main devaient déclencher un chrono avec un seul doigt. Déclencher, arrêter, remettre à zéro. Donc ça, c'était l'idée du monopoussoir. On est en 1938. Donc ça, c'est le modèle qui s'appelle MK1 en 40 mm et monocontrôle en 42 mm. Et puis, en 1939, ils ont développé des chronographes. Donc là, la première, vous avez bien compris, on était sur la marine. Et là, on a développé, la marque Hanhart est développée, moi, j'étais pas là, hein, mais la marque Hanhart est développée en 1939, ce chronographe avec 2 poussoirs. Et non seulement il est bicompax avec 2 compteurs, mais en plus il a 2 poussoirs qui ne sont pas symétriques. Celui-ci est plus haut que ce qu'il devrait être s'il était symétrique. Et donc c'est aussi pour les distinguer visuellement. Et puis après, on les distingue aussi visuellement parce que vous avez vu qu'il y a un poussoir rouge. Et en fait, c'est le poussoir de remise à zéro. Donc ça permet, comme c'était des montres qui ont été développées pour les aviateurs, ça permettait de reconnaître le poussoir de remise à zéro lorsque vous aviez la tête en bas et que vous faisiez des acrobaties, par exemple. Bon, même s'il y a une autre histoire que je vous raconterai tout à l'heure sur le poussoir rouge. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la marque en très synthétique. Et on va aussi de façon très synthétique évoquer une autre partie qui est en 1953. En 1953, la marque a développé le premier chronographe pour les pilotes d'avion de la République fédérale d'Allemagne. Et donc, pendant 10 ans, il y a eu 1000 chronographes qui ont été produits. C'est la fameuse montre 417 que nous avons rééditée. Et vous voyez qu'on n'a pas une démarche marketing et commerciale forcenée, puisqu'on a attendu 2020 pour relancer ce chrono qui a été créé en 1953 et qui s'est arrêté en 1963. Et qu'entre 1963 et aujourd'hui, il n'y a pas eu de réédition de ce chrono, qui, alors, non seulement a été porté par les pilotes de la RFA, de la République fédérale d'Allemagne, les pilotes de l'armée de l'air, mais qui, par le plus grand des hasards, a croisé le chemin de Steve McQueen, puisqu'il l'a porté dans un film en 1961 qui s'appelait The War Lover, l'amour de la guerre. Et il se trouve qu'il l'a gardé après le tournage, et il se trouve qu'on a beaucoup de photos où il porte la montre en 1962, 1963, 1964. Chez lui, beaucoup de photos, dont la célèbre photo où il est dans son canapé et il tient un pistolet et à son poignet il a la fameuse 417 ES. Et puis aussi pendant une course qui est mythique, qui s'appelle les ISDT, qui sont une sorte de Jeux Olympiques de la moto enduro. Et c'était en 1964, et avec 3 de ses potes, il avait créé une sorte d'équipe américaine pour y participer. Il a même essayé, raconte la légende, de faire passer auprès des studios de cinéma ses 3 potes pour des gardes du corps, afin que les studios payent les billets d'avion et l'hôtel. Et donc il a fait cette course-là. Et voilà. Donc ça, c'est l'autre aspect de l'histoire de la marque Hanhart. Okay. En synthèse.
Et donc aujourd'hui, la réédition de la 417, c'est le dernier modèle de la marque. C'est la Ouais. dernière création de la marque, le 417. Et c'est celle qui marque un virage dans la notoriété de la marque, alors, si j'ai bien compris. Alors, en fait, quand on regarde la marque de l'extérieur et qu'on regarde un petit peu le marché horloger, on voit que depuis de nombreuses années, vous avez vu des marques indépendantes qui ont été rachetées par des grands groupes. On va prendre un parallèle. IWC, c'est une marque qui est née à côté de Hanart. Donc on est dans la Suisse allemande. IWC est né à Schaffhaus, qui est juste au-dessus de Zurich. Et Hanart est né en Suisse allemande, à côté de Zurich, à Dissenhofen. On est en 1882. Bon, il ne vous a pas échappé qu'à un moment donné, IWC, en tout cas pour les plus âgés d'entre vous, était relativement inconnu. Et puis à un moment donné, je crois que c'est dans les années 2000, elle a été rachetée très très cher par le groupe Richemont et qui l'a dopé au marketing et à la force de son groupe, etc. Bon, ça, cette aventure de rentrer dans un groupe, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à Hanart. Hanart est indépendant et donc a certainement des avantages et des inconvénients. L'un des avantages, c'est que vous avez vu, on n'a pas fait un marketing forcené sur la marque. Il y a des produits qui sont encore des pépites et qu'on arrive finalement à faire découvrir qu'aujourd'hui. Et puis, bon, l'inconvénient, c'est qu'on a certainement une rapidité d'évolution plus lente, donc on est moins peut-être galvaudé, moins répandu, moins connu, en tout cas pour l'instant. Et donc, effectivement, la 417, je me rappelle très bien, on l'a lancée le 23 octobre de l'année dernière. Donc, on est en 2020, l'année dernière. Pour ceux qui avaient oublié, en 2020, le 23 octobre, c'était confinement en France. Et donc, qui dit confinement en France dit que les horlogers bijoutiers étaient fermés, que les kiosques, et là c'est pour la partie média, donc là, tous les médias papier, les journaux ne paraissaient pas, ou en tout cas n'étaient pas achetés, ou peu, simplement pour les personnes qui avaient des abonnements. Enfin, donc c'était un marché un petit peu bizarre. Et lorsqu'on l'a lancé, donc j'étais dans cette configuration-là. Et je me suis dit, avant, c'est ce que j'ai dit à ma femme, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Or, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu, pour faire très très simple, on avait prévu 4 mois et demi de stock, hein, donc pour couvrir la fin octobre, novembre, décembre, janvier, et le temps d'avoir des réassorts. En général, c'est 3-4 mois pour commencer à commander des mouvements, vous les avez 4 mois plus tard, à peu près. Donc, on avait prévu 4 mois et demi de stock. Donc, on devait tenir normalement jusqu'à mi-janvier, fin janvier, sans difficulté, avec un marché, on va dire, normal. Or, au bout d'une semaine, on avait tout vendu. Donc ça, c'était le premier effet surprenant du lancement. C'est-à-dire qu'on était passé de mon esprit à ça ne va pas marcher ou ça va être compliqué, puisque je devais appeler les revendeurs au téléphone, que je ne pouvais pas aller les voir physiquement, qu'eux-mêmes ne pouvaient pas voir physiquement leurs clients. Donc il fallait qu'ils les appellent au téléphone ou qu'ils les contactent par e-shop, etc. Et en fait, ça a été un lancement très fortement digital. Donc on a bénéficié aussi des médias digitaux. Donc il y a un premier média qui nous a donné un énorme soutien, c'est Montre de Luxe, qui le 23 octobre a titré sur la 417 réédition du fameux chrono 417 de Steve McQueen. Et il a fait un record de vues avec cet article. Et a certainement fortement contribué, tout du moins sur le marché français, au grand succès. Ça, c'est le premier aspect. Et puis après, on a eu… Une petite question au passage. Cette explosion des ventes, elle est localisée ou c'est international? En France, elle a explosé plus qu'ailleurs ou pas? Alors, ça a explosé partout et ça a explosé un peu plus qu'ailleurs en France. En France, un peu plus qu'ailleurs? Ouais, un peu plus fort et un peu plus tôt. Je pense qu'on a été un peu leader sur la dynamique, en tout cas. Et de fait, le marché français est maintenant troisième, alors ce qui n'était pas le cas avant.
Donc, devant, il y a le marché américain et le marché allemand pour un art. Et la France est montée à la 3e place, ce qui n'était pas le cas avant du tout. Donc, en fait, effectivement, il y a une surperformance du marché français. Et donc, la deuxième accélération au niveau média, ça a été quand le Figaro.fr a fait un article sur un art en disant quel était le terme exact, je ne me Le rappelle chrono plus. oublié de Steve McQueen, c'est pas ça? Oui, La voilà, montre c'est ça. oubliée C'est ça. de Steve Ouais. McQueen. Donc, Rossi McQueen dans le titre. Et pour information, nous, en fait, on est dans une situation un peu. En fait, on n'a pas de contrat avec la marque Steve McQueen. Et Steve McQueen ne portait pas la montre par contrat avec nous. Il l'a porté par choix. Donc, en fait, c'était une chance que les médias parlent de Steve McQueen. Parce que nous n'en parlons pas. Et quand on en parle, on cite les médias qui en parlent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On met Ah entre oui, je guillemets. vois très bien. Et donc voilà. Donc c'était une vraie chance, mais effectivement, beaucoup savaient et savent qu'il y a beaucoup de photos qui en témoignent que Steve McQueen a porté la montre. Et donc il a titré ça. Ça c'était le 7 novembre. Et comme on est dans un monde où tout se sait, tout se voit, tout se quantifie, lui aussi il a fait des records de vues incroyables. Et nous, on a bien vu que sur notre e-shop, on avait des pics de connexion à ces deux moments-là, très très forts, et qui sont d'ailleurs confirmés par le fait que le nombre de vues qui a été fait par le Figaro sur cet article-là a battu des marques qui sont nettement plus connues que nous, du style de la oui, tu me montres Ouais, la justement, montre. la Ouais. montre de laquelle on parle là, quand Là, il y a de la voilà, c'est montre la 417. ronde. Vous voyez, je ne sais pas en quel mois, Maradona a dû décéder en novembre-décembre. Et il y a eu un article sur Hublot et Maradona. Et on a fait plus de vues que Hublot. Donc, c'était le record. Et dernier aspect, la chance. On a été mis donc, sur Figaro.fr en accès pour non-abonnés. Donc, tout le monde pouvait avoir accès à cet article-là. Donc ça, c'est les différentes choses. Puis après, on a eu Paris Match, etc. Ça a continué. Et donc, on refait un petit Ah, mais retour en arrière. le 7 novembre, vous aviez plus de montre à vendre normalement. On Ça se n'avait plus de passait montre. comment? Eh ben, ça se passait que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut revenir en arrière. Début novembre, tout début novembre, on n'a plus de montre. Et même fin octobre. Et donc, début novembre, on recontacte tous nos fournisseurs. Et là, coup de chance. En général, quand vous êtes dans l'horlogerie, que vous commandez des composants, c'est minimum 3-4 mois. Donc, quand vous commandez en novembre, on vous dit en général, c'est février-mars pour avoir les mouvements, etc., etc. Et là, coup de bol. En 3 jours, tous nos fournisseurs, et ce qui est important, c'est que ce soit tous les fournisseurs, parce qu'il suffit que vous manque un verre, un poussoir, une aiguille, etc., vous ne pouvez pas finir la montre. Donc, tous nos fournisseurs nous ont livré. Donc, on a pu refaire des montres, et donc on a même arrêté la production de toutes les autres montres. On n'a fait que de la 417 et on a relivré encore. Et on a relivré beaucoup, donc on était, vous voyez, on avait déjà 4 mois et demi de stock qui était vendu en une semaine, et on a reproduit des montres, et fin décembre, plus de 417. Et là, on rentre dans une logique où j'ai dû aller au-delà de mes habitudes, en tout cas avec la marque Anart. Mes habitudes, c'était de dire, bon, les listes d'attente, c'est bon pour Rolex ou d'autres marques, mais pour Anart, ça va être un peu plus compliqué. Or, force est de constater que depuis un an, on est constamment sur les attentes avec la 417, constamment. Donc, on a des listes d'attente, on a nos revendeurs qui gèrent eux-mêmes leurs listes d'attente. On a aussi une façon de faire qui est changée, c'est-à-dire que tous nos revendeurs ont maintenant une montre de présentation qu'ils gardent pour présenter et pour prendre des commandes et faire essayer. Et donc voilà, donc on est rentré dans un autre monde, aussi avec des nouveaux revendeurs qui nous ont rejoints. Donc on a notre nombre de revendeurs qui a fortement augmenté. Et voilà, et on est super content aussi de Nous, rencontrer avec vous. on s'est rencontrés, on a été en contact par Stéphane Clouzot, qui est un de vos revendeurs et qui est membre du groupe. Et
Du coup, il m'a dit, tu vas voir, Anart, c'est pas mal. Et puis Pascal, il est gentil. Et puis effectivement, ça l'a bien fait. Ouais, merci Stéphane. Et, Et merci. Non, mais c'est vrai. Alors, ça aussi, c'est un point important, c'est que bon, il y a l'aspect distribution et il y a l'aspect humain qui est super important. Donc, on a plein de nos revendeurs avec lesquels on a un contact humain très très fort. Donc, Stéphane en fait partie. Et puis, effectivement, on a d'autres revendeurs avec lesquels on travaille. Donc, on a ouvert, par exemple, Frojo à Marseille, là ce soir à Paris, Véroven à Dunkerque, Crésus, qui fait de la montre d'occasion, mais qui aussi s'est développé avec le neuf, avec la marque Anart. il fallait voir Bourg avec un père. Alors, on va en discuter. Je l'ai déjà contacté. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est vraiment au maximum de notre production sur la 417. Ouais. Et ce qui se passe aussi, c'est que la 417, on ne vend pas que de la 417. Oui, Et d'ailleurs, avec si vous toi, voulez autre chose que de la 417, c'est aussi bien. bah, toi, tu portes une Taki télé. Ouais, que Et en j'aime fait, beaucoup. la 417 a eu un effet d'entraînement fort sur l'ensemble de la collection. Donc, on a une collection qui commence à peu près 900 € avec une 3 aiguilles. Ça, c'est Ouais. la Preventor sur bracelet métal. Donc, ça, c'est une petite seconde à 9 heures, qui est une réédition également. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une logique de réédition chez Anart. Qui est une réédition d'une montre qui était les montres pour les navigateurs dans les avions et pas pour les pilotes. Les pilotes, ils avaient les chronos. Les navigateurs, ils avaient une 3 aiguilles. Jolie 3 aiguilles, mais une 3 aiguilles. Et donc là, on est à 990 € sur bracelet cuir, à 1190 sur bracelet métal. On est sur de l'automatique. Si on regarde toute la collection aussi en 2 secondes, la 417, c'est aussi osé, entre guillemets, comme pari, parce que c'est lancé. C'est la seule montre dans la collection qui est un remontage manuel. Or, vous savez que le remontage manuel, c'est plutôt, on va dire, une partie plutôt confidentielle dans le marché horloger actuellement. Mais la montre originale de 1953 était un remontage manuel. Donc, on a décidé de faire ça. Et en plus, ça nous permet d'avoir une montre un peu plus fine que les montres automatiques qui sont en Ouais, c'est le général un peu plus problème épais. des chronos automatiques. Ça fait des hamburgers un peu des fois. Là, ouais. Mais C'est un peu plus épais. ouais, la 417, là, il y a une alchimie entre le design, le mécanisme justement qui est particulier, qui a un sens, et le storytelling avec Steve McQueen. Et cette alchimie-là, oui, ah bah, c'est quand on remplit les cases pile poil, ben, tout se déverrouille, quoi. C'est ce qui s'est passé. Mais elle est vraiment belle, hein. Par contre, moi, je, je la trouve super belle, surtout avec son bracelet Bund, comme ça. Ouais, Et le je trouve que sous-bracelet. ce bracelet fait partie de la montre. Si on Ouais, enlève ça, la montre a plus la même gueule et je trouve que c'est ça lui vrai. enlève un peu de charme d'enlever ce bracelet. Voilà. Ce bracelet va avec la montre, à mon sens. Mais je pense que ce sous-bracelet aussi, il est réussi à plein de niveaux. D'une part parce qu'il est fin en termes d'épaisseur. D'autre part parce qu'il est vraiment pas très large. Il ne sort pas tellement de la montre. Donc il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils l'essayent, sont vraiment surpris. Puis après, en termes de confort, il y a de l'Alcantara dedans. Mais je pense qu'un des éléments clés, c'est ce que je disais au tout début de notre conversation, c'est le côté abordable de la marque. Parce qu'un chrono qui a une belle histoire, vraie, vierge, depuis beaucoup d'années, hein, pas utilisé et pas mis en avant et pas distribué depuis 1953, donc ça fait quand même beaucoup d'années. Bon, le prix c'est à mon avis un des éléments clés. Moins de 1780 2000 euros pour euros. un chrono mécanique ou automatique, de toute façon, c'est pas courant. Voilà, il y a la concurrence, ça va être japonais, mais suisse, il n'y en a pas des masses, hein. Dans ces prix-là, je ne vois pas trop. Même Sin, allemands qui font des chronos, c'est plus cher. Euh, Hum. ouais, pour moi, les chronos automatiques sont plus chers, suisses notamment et allemands. Donc, Alors après, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ça s'est passé parce que
à l'origine, le chrono 417, il était en 39 mm. Oui. Ah, voilà. Et ouais. Je sais pas, je sais pas si tu as une question à ce sujet-là, parce que pour l'instant, on bavarde, mais peut-être tu as des Oui, questions, bah vas-y. alors, je vais ressortir les questions. Déjà, il y a les questions dans les commentaires. Et avant de reprendre les questions qui étaient déjà prévues, tadadam, euh, le système mécanique manufacture. Voilà. Benoît Garnesson demande si le chrono est manufacture. Si le Alors, mécanisme de mouvement est manufacture. non, le mouvement, alors, le mouvement de la 417 et le mouvement des montres bracelets Anart n'est pas manufacture. S'il était manufacture, vous auriez un prix qui serait nettement plus élevé, certainement pas en dessous de 3 000 à 4 000 euros. Donc ça, c'est la première raison. Petite remarque, dans la collection Anart, vous avez beaucoup de montres bracelets, et on en reparlera à un autre moment, mais on a aussi des chronos à main, encore aujourd'hui. Et les chronos à main, eux, vous voyez, c'est des chronos à main qui sont qu'on peut mettre sur un bureau, vous pouvez les mettre aussi dans la voiture de course, la voiture de rallye que vous avez, ou des chronos à main tout simplement comme ça. Ça, aujourd'hui, c'est à peu près, on a différentes activités. On a des activités, on vend ces chronos à main chez des horlogers bijoutiers, on les vend également à des entreprises. Il y a une partie non négligeable du chiffre d'affaires de la société qui est fait avec ces chronos à main. Et là, pour le coup, tous nos chronos à main sont avec des mouvements manufacture Anart. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre question sur le mouvement manufacture. Donc nous, ce qu'on utilise dans nos montres, on utilise des mouvements Swissmed. En fait, il y a un truc que je ne vous ai pas raconté, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était né en 1982 en Suisse allemande, donc à côté de Zurich. Début 1900, la marque est passée côté allemand. Et donc, on est German made, mais avec un mouvement Swiss made pour les montres bracelets. Donc, dans une montre comme la 417, on a un mouvement à montage manuel, Celita 510M, avec 58 heures de réserve de marche. Et dans les mouvements, dans les montres comme celle que tu portes, une Taki Télé, on est en général avec de l'ETA ou du Celita. Voilà. Et on Là, essaye d'avoir différentes sources pour ne pas être c'est dépendant d'un l'État seul fournisseur. 7753. Là. Ouais. Et celle-ci, c'est un SV200 avec un module pour avoir la trotteuse à Pour la 9 petite heures. seconde. Ouais. Voilà. Donc voilà, je les ai ouvertes du coup. J'ai pas ouvert celle-là, Ouais. tu m'avais dit de pas l'ouvrir, je l'ai pas ouverte. Mais les autres, je les ai ouvertes. La 417. Ah, tu aurais vu le 517, je t'avais envoyé la photo. Donc, Oui, oui, donc du voilà. mouvement. Mais les autres, je les ai ouvertes. Et le mouvement de celle-là est beau. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Et, Donc voilà. et donc, alors, par contre, je rebondis sur une question, c'était la mienne là, mais du coup, les mouvements ne sont pas manufactures, mais vous avez quand même des horlogers et ils font des trucs quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils font sur ces mouvements? En fait, comme vous l'avez remarqué, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a des poussoirs qui sont asymétriques. Donc en fait, poussoir asymétrique veut dire que le mouvement Swissmed, en tout cas, il faut faire des modifications. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas donner tout de secret, mais en fait, on doit modifier à l'origine le mouvement standard que l'on reçoit de nos fournisseurs suisses. On doit faire quelques modifications. Voilà. Donc ça veut les dire que poussoirs. ouais, donc ils font ce travail-là. Ils font de l'assemblage, ils font du contrôle qualité, ils font du SAV bien évidemment, puisque tout le monde sont réparés par la société. Alors, la société aujourd'hui se trouve à Gutenbach, Gutenbach. Le CH prend du tendance R, donc c'est Gutenbach. Comment Imaginez, montagne, ça marche. ouais, Forêt Noire.
On est à 1 heure de Strasbourg, 1 heure de Bâle. Et donc, on est dans un village. Gutenbach a 1243 habitants. Et donc, c'est un tout petit village. On est dans la forêt noire. Et effectivement, on a depuis maintenant un peu plus d'1 an une très forte progression. Et on en est très, très, très content. Il y a combien de personnes employées à Gutenberg? On ne communique pas dessus, mais on est en très forte progression. On recrute. Ouais, comme on est une société indépendante, on garde. On a l'inconvénient d'être petit en termes de moyens financiers, donc on garde un certain nombre d'informations confidentielles sur toutes les données quantitatives, nombre d'employés, chiffre d'affaires, etc. On garde ça bien au chaud parce qu'effectivement, c'est une de nos forces, c'est qu'on est agile, on est petit et on a une croissance rapide. On espère qu'on va la continuer. On verra. On essaye d'avancer petit à petit. Déjà, se maintenir au niveau où la 417 vous a emmené, c'est déjà pas mal. Ouais, en fait, on est surpris. Donc, tout à l'heure, je vous disais, quand on l'a faite, on l'a lancée en 42 mm. Et pourquoi l'avoir lancée en 42 mm alors qu'elle était en 39 mm à l'origine? Donc, ça, c'est une question qu'on nous a déjà posée. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a posée, vous, mais nous, on nous l'a posée déjà depuis 1 an, à partir du moment où on l'a lancée. Et il y a un journaliste, François-Xavier Oversteck, qui nous a dit super, ce serait bien en 39 mm. Et il n'était pas le seul à le dire, mais il y en a plein d'autres qui disaient que c'était très bien en 42 mm. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est une 42 mm, mais comme les cornes sont tombantes, on est plutôt sur une 41 mm. Et donc, pourquoi pas directement la lancer en 39 mm? Et en fait, quand vous regardez l'histoire de la marque, ça fait plus de 20 ans que la marque n'a pas fait de 39 mm. Là, elle vient de le faire parce qu'on vient de sortir une 417. On vient d'en sortir même 2. Donc, en fait, quand on se remet l'année dernière, la marque, elle était avec 3 diamètres, du 40, du 42 mm et du 45. Je vous rappelle que les 2 premiers marchés qui n'ont pas changé, c'est États-Unis et Allemagne. Donc, c'est des poignées où il y a un certain nombre de poignées, des marchés où les poignées sont plutôt importants. Donc, on va dire le poignet moyen, c'était plutôt du 42-41 à l'époque, et c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Mais on a eu la demande, et donc on a lancé la 42 mm l'année dernière, et cette année, la 39. Donc cette année, on a sorti. À 150 exemplaires pour la version acier. Mais pourquoi? Alors, comme j'ai dit, ouais, alors effectivement, pourquoi et ça, c'est une question qu'on se pose quand ça marche super bien et quand la demande est incroyable. Voilà, c'était évident là, que ça allait partir. C'était évident. Oui, alors il y a 2 raisons. Il y a plusieurs raisons. D'abord, quand vous avez une croissance qui est comme ça ou comme ça, à un moment donné, la croissance elle était comme ça avec la 42 mm déjà. Et puis toutes les autres qui se vendaient qui se vendent de mieux en mieux. En fait, vous rajoutez encore une complexité et il faut encore plus d'horlogers et encore plus de composants et encore plus de mouvements pour faire une nouvelle référence. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est qu'on n'était pas sûr que le 39 mm soit un succès. Toujours après, on peut se dire, oui, c'était prévisible. Oui. Moi, je te l'ai dit avant que ça sorte. Ouais. Alors, moi, je peux vous dire un truc, c'est que si on fait un peu le film, on a eu quelques signes qui nous montraient que la marque continuait à bien fonctionner. En février, on a sorti une collection que je ne peux pas vous montrer là parce que je ne l'ai pas en photo, mais qui était une Pioneer One bronze à 1190 €. Et on l'a super bien vendu. On l'a super bien vendu en 4 jours. La montre était épuisée sur notre e-shop. Et lorsqu'on a livré les revendeurs quelques semaines après, ils ont tout vendu. Donc ça, c'était la deuxième signe qui montrait que ça continuait. Au mois d'août, on a lancé une autre collection qui était ce modèle-là, qu'on appelle Flieger Friday. Donc c'est un 42 mm avec un boîtier DLC, limité à 100 pièces. Et là, on l'a vendu aussi en 3 jours. Donc c'était un deuxième signe qui montrait que ça fonctionnait bien. Mais
les deux montres qu'on a lancées là, c'était des 42 mm. Pioneer One, c'était 42 mm. Celle-ci, c'était des 42 mm. Donc voilà. On a lancé, là, on en a lancé deux. On a lancé il y a deux semaines et demie une édition limitée à 200 pièces en bronze avec le magazine Révolution. Donc c'est un magazine très leader qui est basé à Singapour, qui a une puissance incroyable. Et donc on l'a lancé au mois de il y a 15 jours, 3 semaines. Et une semaine après, on a lancé la 417 ES 39 mm Red Lion, donc lion rouge, qui elle a une petite particularité, c'est que contrairement à la 417 créée en 1953, qui n'avait pas de poussoir rouge, ben là on lui a rajouté un poussoir rouge. Et on l'a fait avec un blogueur très puissant qui s'appelle Urban Gentry, qui a YouTube et Instagram. Et en fait, il a 116 millions de vues cumulées sur son YouTube. Il a 500 000 abonnés sur son YouTube. Il a 109 000 abonnés sur son Instagram. Et là, alors, tu vas me dire que c'était prévisible, mais je pense que ce n'était pas prévisible aussi vite. Et donc là, en 8 heures, on l'a lancé, je crois que c'était le 22 octobre, 22 novembre, pardon, 22 novembre à 16 heures. Et le mardi, c'était un lundi, et le mardi à 4 heures du matin, le quota qui était prévu sur notre e-shop, il était déjà complètement explosé. Et les commandes des revendeurs, moi j'ai eu presque 3 fois le quota France commandé par mes revendeurs. Donc je n'ai pas pu leur livrer tout ce qu'ils m'avaient demandé. Une fois encore, je pense que nous, on connaît les chiffres à l'intérieur. Mais on peut pas. Tu me l'as dit quelques jours avant, la 39 mm, tu me l'as dit quelques jours avant par message. Je crois que c'était quand? C'était peut-être le 16 ou le 17 novembre. Et tu m'as dit 150 exemplaires. J'ai dit, bah, c'est pas possible, 150, c'est pas assez, c'est pas assez. Voilà. C'était prévisible. Ouais, une fois encore, pour recruter des horlogers, ça se fait pas tout de suite. Oui. On recrute En fait, il faut gérer l'ensemble de la chaîne, de la supply chain. Donc, il ne faut pas qu'il nous manque des composants, des mouvements, des horlogers, etc. Il y a un point positif là-dedans. C'est que vous avez un boîtier de prêt. Vous avez fait une édition qui n'est pas une vraie réédition parce qu'il y a un poussoir rouge. Donc, il y a encore la place pour une vraie réédition de la 417 originale. Il y a de la place. Il y a de la place pour ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi, je pense qu'il y a de la place. Après, il faut voir si la vague importante qui nous porte depuis maintenant un peu plus d'un an, presque un an et demi, si elle continue ou pas, et ce qui se passe dans l'environnement. Donc, on va voir. Je crois que comme beaucoup d'entreprises on pilote à vue, nous, on est agile. On est petit, on grandit assez vite. Bon, on va voir. Effectivement, s'il y a de la demande, on va continuer à livrer. Voilà, 39, on n'a pas encore livré les 417 39 mm. Je crois que quasiment tous nos revendeurs ont quasiment tout vendu. Donc, oui. Stéphane n'en a plus. Je sais qui c'est qui a acheté la dernière, c'est Stéphane. Ouais, Stéphane n'en a plus. Et puis, il y en a d'autres qui n'en ont plus, quoi. C'est un membre du groupe qui a acheté la dernière que Stéphane avait en stock. Qui nous envoie, quand il l'aura, qui nous envoie des photos, des vidéos avec grand plaisir. Oh bah oui, il va le faire. Hein. C'est un membre actif du groupe. Bon, super. Moi, je le laisserai l'annoncer lui-même. Donc les codes esthétiques, les poussoirs décalés, quelle est la raison de ça? La raison, c'est on est vraiment des instruments pour professionnels. Donc, la raison, c'est de constamment chercher des systèmes qui permettent d'améliorer la performance. Et donc, quand il y a des pilotes qui vous disent, voilà, ça serait bien que je puisse, d'une part, distinguer les poussoirs en écartant celui du haut, vous le faites. Et puis après, quand vous avez des utilisateurs professionnels qui vous disent qu'en termes de poussée, c'est plus intéressant de pousser vers le bas que latéralement, vous le rehaussez. Après, il y a le technicien qui vous dit ouais, mais c'est plus compliqué à fabriquer et c'est plus cher.
Parce qu'effectivement, on pourrait faire plus simple. Et d'ailleurs, la 417, elle est plus simple. Parce que toutes les montres ont les poussoirs asymétriques. Il y en a une qui n'a pas les poussoirs asymétriques. C'est la 417, elle a des poussoirs symétriques. Donc, et ce qui nous permet d'ailleurs de la proposer un peu moins cher. Elle est à 1790 euros. Ça, c'était le prix qu'on avait lors du lancement. Maintenant, elle est à 1840. Elle a augmenté de 50 euros. Alors que le Tele que tu as, le 40 mm chronographe automatique que tu as, il est à 1990 euros. Donc, on est un petit peu moins cher. C'est aussi cette simplicité de construction qui permet aussi d'avoir cet aspect-là. Mais il est historique. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a été. Ben, il y a, il y a une photo de la Taki Télé originale de 1939. Elle a déjà le poussoir rouge et les poussoirs symétriques. Hein. Ouais. Bon, ils n'étaient pas à l'origine, hein, les poussoirs rouges. Et maintenant, c'est de la céramique fluide qui vient se superposer sur le poussoir. Alors, il y a la légende du poussoir rouge. Voilà, c'est ça, La, j'allais y venir. la légende, elle vaut son pesant de cacahuètes parce qu'en fait, la légende dit que c'est la femme d'un pilote qui aurait, pendant qu'il dormait, peint avec son vernis à ongles rouge un des poussoirs de la montre de son mari pour lui dire fais attention à toi. Le côté, on va dire, émotionnel, rouge, c'est la couleur de l'amour, etc. Et lui, le lendemain, il a été surpris d'une part, mais aussi peut-être le côté plus masculin, sans vouloir caricaturer, mais plus pragmatique et en tout cas dans une utilisation professionnelle. Il s'est rendu compte que lorsqu'il avait la tête en bas, il pouvait quand même distinguer le poussoir rouge de remise à zéro de le poussoir. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est un des aspects importants de l'ADN de la marque. Une des belles histoires aussi. Et donc, effectivement, on a cet aspect remarquable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une montre, un arc au poignet, en général, on a un poussoir rouge, même sur la 417 en 39 mm en édition limitée. Mais si on veut effectivement être vraiment fidèle au modèle d'origine, Là, ils et sont si on en refait symétriques. une, ce qui n'est pas encore décidé, on fera sans poussoir. Sans poussoir rouge. Et question d'Emmanuel Gob. Il existe des chronos manuels, enfin des chronos à main. Et du coup, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais il demandait si c'était encore utilisé ou si c'était par nostalgie qu'ils étaient encore fabriqués, par tradition. Voilà, il y a deux utilisations, on va dire. Il y a une utilisation professionnelle et il y en a beaucoup de professionnels qui utilisent ça. Avec aussi un aspect important, c'est qu'on on est en face de concurrents qui vont avoir des choses qui sont non mécaniques et donc qui nécessitent de changer des piles, etc., etc. Alors que le nôtre, effectivement, il est mécanique. Et donc, il coûte peut-être un petit peu plus cher à l'achat, mais en termes d'utilisation, lorsque vous êtes un professionnel, il marchera tout le temps. Et un chrono qui marche tout le temps dans l'utilisation professionnelle, c'est génial parce que ça veut dire que vous n'êtes jamais à l'abri avec un autre chrono à pile, etc., ce qui vous lâche au moment où vous avez besoin. Et donc, en fait, vous avez besoin d'avoir un de secours au cas où le premier lâcherait, plus les logiques de SAV, etc. Donc, en fait, les professionnels, de plus en plus, reviennent sur les chronos mécaniques. Et là, je parle d'utilisation professionnelle, on va dire, dans différentes professions. Je ne parle pas d'utilisation professionnelle au sens automobile ou rallye, etc., qui est une autre utilisation. Donc, on a beaucoup de nos clients qui ont des voitures anciennes, qui font des rallyes de régularité, et donc, en fait, ils ont besoin d'avoir ça. Et donc, en fait, on est assez connu pour ça. On a toute une histoire également qui, la marque a baigné dans plein de domaines. Je vous ai parlé de la marine, je vous ai parlé des avions, mais aussi dans le domaine de l'automobile, si on va prendre simplement cet exemple-là. On a fait des courses automobiles, parmi les toutes premières courses automobiles, on a des photos de
de 1930, avec vraiment les toutes premières voitures qui n'allaient pas bien vite d'ailleurs à l'époque, avec ces fameux chronoramas. Et puis après, dans les années 50, 60, 70, 80 et même encore aujourd'hui, on a énormément d'affiches de courses automobiles en Allemagne et ailleurs d'ailleurs, hein, pas qu'en Allemagne, sur le Nürburgring en particulier. Et puis aussi avec des marques. On a fait des chronos spéciaux pour Ferrari qui s'appellent Ferrari Duo Stop. On a fait des choses pour Porsche, etc. Donc en fait, on a fait beaucoup de choses. C'est une marque qui a eu une très grande force dans les années, on va dire, jusqu'en 70 à peu près. Et puis qui a certainement une croissance plus lente que les autres marques horlogères. Ouais. Mais qui maintenant, en revanche, bénéficie de différents aspects. C'est bon, effectivement, le coup de chance sur la 417. Aussi, le fait que les revendeurs, pour certains d'entre eux, ont besoin de nouvelles marques ou perdent d'autres marques qui pensent qu'elles n'ont plus besoin de ces revendeurs qui les ont fait connaître, hein, ces fameuses marques horlogères. Et donc, en fait, il y a une demande des horlogers bijoutiers qui nous disent oui, un art, c'est intéressant, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors, je ne parle même pas de la 417, ce qui fait que ils ont des rotations qui sont Ouais, moi, astronomiques. même sans parler de la 417, effectivement, toutes, je trouve qu'elles sont très très bien finies et le rapport qualité-prix est très très favorable, quoi. Il y a, Ouais, la- En fait, on sent vraiment que c'est de l'allemand. Voilà, voilà. Si on m'avait montré les montres sans me dire l'origine, j'aurais su que c'était allemand. Voilà, c'est comme, comme je dis, c'est froid comme un tableau de bord de Volkswagen, c'est noir, c'est voilà, mais c'est irréprochable dans la finition. Et, ouais, euh, et ouais, c'est allemand, c'est de l'ADN allemand est dedans. Mais il y a un aspect, voilà, rapport qualité-prix là-dedans qui effectivement est assez impressionnant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup cette tachitélé avec son tachymètre et son télémètre rouge. ouais, Ça rehausse et ça donne de la profondeur au cadran là. D'ailleurs, ouais. je les renvoie demain, donc j'ai fait la vidéo cet après-midi avec les montres et j'ai fait des gros plans, donc vous pourrez voir quand j'aurai eu le temps de faire le montage. Mais Ouais. ce cadran est vraiment superbe, quoi. Vraiment, celui-là, ouais, il m'a conquis. Au début, ça m'a fait un peu peur. Elle est plus épaisse que les autres, forcément, en chrono automatique. Et les cornes sont moins travaillées que sur la 417. Mais elles Ouais, sont placées au milieu du boîtier. Euh, ouais, Ça fait que malgré l'épaisseur, elle tombe bien sur le poignet. Voilà. On n'a pas l'impression d'avoir un hamburger sur le poignet. Et ouais, voilà, les cornes sont bien étudiées, même si esthétiquement elles sont simples. Il n'y a pas comme la 417 une partie polie, une partie brossée. Là, elles sont brossées, fines, enfin, sans travail particulier, on va dire, hein, je vais pas, ouais, voilà. ouais. Mais elles sont idéalement placées. Et du coup, ça marche bien, quoi. En Voilà. fait, on a des cornes qui sont, on a des cornes qui sont plutôt courtes et tombantes hein, en général sur nos montres. Et donc, en fait, il faut vraiment les essayer nos montres parce que c'est Je sais pas si se j'arrive à la limiter au montrer, diamètre. Ouais, mais elle tombe bien. Voilà. Et si je vais mettre. Bah, celle-là, le bracelet est trop grand. Donc, voilà, je suis au maximum. Donc là, ça bouge dans tous les sens. Mais ouais, voilà, là, c'est pareil. J'ai un petit poignet, hein, ouais. et, voilà. Mais celle-ci, là, elle est vraiment Ah, j'aime bien réussie. la Taki Télé. Hein. Ouais, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je rebondis sur une question encore d'Emmanuel qui demandait quelle était la symbolique de ce point rouge sur la lunette. Alors déjà, la lunette, elle est tournante, donc du coup, c'est un repère sur la lunette. Ouais, Mais elle est bidirectionnelle, ouais, elle tourne dans les deux sens. ouais. Et Bon, en sans fait, cran. ouais, c'était
c'était les logiques d'aviateurs qui voulaient canneler, parce que justement, c'était pour faciliter l'appréhension avec les gants pour les aviateurs. Donc, ils avaient des gants. Ça nous ramène aussi à pourquoi le sous-bracelet. Le sous-bracelet, c'était parce qu'ils étaient en contact sinon avec le boîtier en métal et que quand on est dans les années 30, 50, il faisait froid là-haut. Donc en fait, ça leur brûlait la peau, etc. Donc c'est pour ça qu'ils avaient développé et qu'on a développé pour eux le bracelet Bund. C'est Anart qui a développé ce bracelet? Ouais, enfin, le bracelet il a été développé par nous. Il a été surtout plus connu grâce à nous. Enfin, en fait, la 417, pourquoi on l'appelle Bund? Parce que lorsqu'on a fait ce bracelet-là pour les pilotes de l'armée de RFA, de République fédérale d'Allemagne, République fédérale d'Allemagne, en allemand, ça se dit Bundesrepublik Deutschland. Donc, en fait, le nom a été retenu de Bund pour Bundes, qui veut dire fédéral, en fait. Et donc, c'est lié à ça. Nous, on l'a vulgarisé, on l'a fait connaître. Et la Bundeswehr, c'est l'armée allemande fédérale. Voilà. Donc, en fait, les pilotes, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin également d'une couronne surdimensionnée. Et puis, une fois qu'ils avaient l'appréhension avec la lunette bidirectionnelle, effectivement, le poussoir, le marqueur rouge, ça leur permettait de positionner, faire un cap en disant pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes, je vais rester sur ce cap-là. Et donc, ils positionnaient directement en quelques instants le marqueur rouge sur la durée pendant laquelle ils devaient prendre un cap. Et donc, tout ça, c'est… La lunette tournante sans graduation après, ça ne sert pas à mesurer le temps. Hein. C'est la misère. J'ai essayé de la placer sur… Je l'ai calé sur l'aiguille des minutes, mais après, pour lire combien de minutes s'était passé, comme il n'y a pas de graduation sur la lunette, ça ne marche pas. Ouais. Comme une montre de plongée. Donc, là, simplement, quand tu as la montre à 10h10, tu mets le marqueur rouge à 10h20 et donc tu sais que pendant 10 minutes, tu dois prendre un cap comme ça et puis après, tu vas prendre un autre cap, etc. Et donc, ça, c'est l'origine des montres d'aviateurs et le rouge, effectivement, comme on avait le rouge sur le poussoir, après, le rouge a été mis sur la lunette. Donc là, la lunette est venue après. C'est venu quasiment après le poussoir rouge, oui. En tout cas, le marqueur sur la lunette est venu juste après, ouais. Et en restant sur la lunette, c'est le seul reproche que je fais à la Taki Télé. Donc là, la lunette est très bien, elle a une bonne résistance. Sur la Taki Télé, elle est toute légère, quoi. En remontant la montre, ça fait tourner la lunette. Le doigt qui frôle la peine, elle est pas assez serrée là, du coup. Ouais. Alors ça c'est une montre qu'il faut d'ailleurs que je fasse passer au SAV parce que ça fait, pour vous cacher, ça fait quand même un paquet d'années qu'elle est dans ma collection, celle-là. La 417, elle est arrivée il y a un an. Et en général, les montres de collection, et en plus sur Anart, c'est vraiment on a une collection qui est vraiment, qui bouge pas beaucoup. Et donc cette montre-là, la Takizé que tu as, elle a de très nombreuses années. Je me demande même si elle n'a pas 10 ans dans ma collection. 10 ans oui, parce que moi j'ai commencé la distribution de la marque il y a 11 ans, donc sur le marché français. Donc en fait, c'est une marque qui est intéressante, qui a plein d'histoires. Et d'ailleurs, pour rebondir aussi sur la question tout à l'heure sur les chronoamas, la marque était quand même très 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 forte sur les chronoamas et on a été chronomètre officiel de plusieurs Jeux Olympiques. Donc dans les années 50, 60, 70, donc en Allemagne, à Munich, mais également à Tokyo dans les années 60, etc. etc. Donc on a toute cette histoire-là. Et aussi, on a toute une histoire de présence dans des films nombreux. Donc, il y a le film Aviator. À un moment donné, on le voit, il teste un avion et puis il repasse au-dessus de son équipe qui le chronographe et qui vérifie le temps et qui lui dit qu'il est à telle vitesse. Et donc, on voit un chrono Anart. On a la même chose également dans l'affaire Thomas Crown, où Pierce Brosnan, à un moment donné, chronomètre
Et donc, on a ça aussi dans d'autres films comme The International, qui est un film avec Clive Owen. On a aussi ça dans Columbo. De Columbo, il y a un moment donné, chronomètre avec Anna. C'est un des films, je ne sais plus exactement. Encore mieux qu'Aviator, ça. Ouais, donc, en fait, on a une histoire qui est vraiment très riche. Yes, Donc, et je vais continuer avec les questions. Du coup, Laurent Cournier qui demande si on peut envisager une version quartz un de ces jours. bon, je sais pas. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire. C'est le principe, Pour c'est le l'instant, non. mécanique ou... Pour l'instant, c'est pas prévu. Enfin, je ne crois pas que ce soit prévu pour 2022. Mais pourquoi pas? Il y a un marché. Donc, faut voir. Il y a un aspect qui pourrait. Il y a deux aspects qui pourraient les amener. D'abord, parce que ça permettrait peut-être d'avoir encore une logique peut-être plus abordable. Et puis aussi, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a de la demande de plus en plus de femmes qui veulent, en particulier sur la 417, et qui veulent acheter. Et donc ça peut nous amener sur des diamètres plus petits, comme le 39 ou 38 mm, et pourquoi pas sur du quartz. Moi, quand j'avais lancé la J12 en 2000, en l'an 2000, on avait deux diamètres. On avait une 33 mm à quartz et une 38 mm automatique. Donc, pourquoi pas. Du coup, la question d'après, Jérôme Loubet. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles en 2022 qui sont prévus qui ne seraient pas des rééditions? Est-ce que vous avez prévu de faire autre chose que des rééditions, quoi? Oui, on a des choses de prévues. Une fois encore, là, on n'a pas encore statué. On est en train de réfléchir là. Il y a des réunions en interne sur ce qui va être fait. Oui, il y aura certainement des choses qui ne seront pas des rééditions. D'accord. Et encore, l'enchaînement et des questions est parfait. Jérôme Loubet encore. Est-ce qu'une sortie est possible d'une montre basée sur la CXD? Alors la CXD, je te laisse la présenter vite fait. Alors la CXD, je ne sais pas si vous l'avez vu, la CXD, c'est un ovni. Hein. C'est une montre, c'est la première montre hybride NFT. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais déjà vous la montrer en photo. Tac. Donc, en fait, en photo, je vais vous montrer comme ça. Tac. Tac. Ça, c'est la CXD. Alors, CXD, qu'est-ce que c'est déjà? Quand vous regardez le mot CXD, c'est un mot qui doit vous rappeler le 8 allongé, qui est le système de l'infini. D'accord. Ah, d'accord, c'est ça le principe. D'avoir l'infini comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé une vente aux enchères d'une montre que l'on a conçue et qui est hybride NFT. Alors, hybride NFT, ça veut dire qu'à la fois, on a fait la création virtuelle de la montre. Alors, je vais vous montrer la montre en détail. Voilà. Donc, on a fait cette montre-là. Voilà. C'est décalé là. Ah. Voilà. Donc, on a fait cette montre-là, on l'a créée. Et donc, on a fait les 3D, on a tout fait sur la montre. Là, c'est devant le micro, on n'entend plus. Là. Et là, tu m'entends? Ouais, mais parce que tu cachais le micro avec ton. Ouais, super, désolé. Donc, en fait, on a fait les 3D, on a fait la partie virtuelle de la montre. Et en fait, on
On a vendu aux enchères cet après-midi. On l'a mise aux enchères simplement la partie, on va dire, virtuelle. Donc le design, le dessin, les 3D, l'animation 3D, toute la création de la montre. On l'a vendue aux enchères. On a commencé la vente aux enchères donc, à 10 000 euros. Je vous expliquerai un petit peu comment elle fonctionne, cette montre. Hein. C'est une 3 aiguilles qui a un cadran un peu spécial, vous voyez. Et donc, cette montre-là, on commence à 10 000 euros la vente, on va dire, de la propriété intellectuelle de la montre. Et ça fait vendu, donc c'est infalsifiable, la propriété intellectuelle. On l'a vendu par blockchain avec ce qu'on appelle des tokens. Donc, en fait, la personne qui l'achète, elle est sûre que c'est vrai. Et elle est propriétaire. Elle peut revendre d'ailleurs ses droits. Hein. Et donc, on a commencé la vente aux enchères à 10 000. Et puis, en fait, elle a été vendue simplement pour les droits, 44 625 euros. Et donc, il y a un acheteur qui va garder l'anonymat qui l'a acheté. Et en plus de ça, il a la possibilité de la faire fabriquer physiquement et sur mesure. C'est-à-dire que s'il nous dit, voilà, je voudrais que le cadran, ce ne soit pas du verre, il y a 60 parties en verre bleu, mais je voudrais que ce soit des rubis ou des diamants de telle qualité, etc. On lui fait la montre sur mesure. S'il nous dit, voilà, je ne veux pas une 3 aiguilles, mais je voudrais une GMT, on lui fait aussi sur mesure. Et donc, en fait, pour fabriquer la montre, en plus des 44 625 euros, au minimum, il devra débourser 37 800 euros. D'accord. Donc là, on est à presque 80 000 euros. Une partie pour la propriété intellectuelle virtuelle. Donc en fait, la propriété virtuelle, hein, c'est aussi pour le mettre dans ce qu'on appelle le métaverse, hein, le cyberespace. Hein, vous savez, ce que Facebook, ce que Mark Zuckerberg veut créer, le deuxième monde dans lequel on va avoir une vie virtuelle avec une partie de nous qui sera représentée dans ce monde virtuel, ben, cette personne-là pourra mettre cette montre-là à son poignet sur son avatar. Et puis après, il pourra la porter au poignet. Ok. Et du coup, je reviens à la question, est-ce qu'une déclinaison inspirée de cette montre pourra exister dans le catalogue Anart? En fait, il y a différents aspects. Le premier aspect, c'est, et d'ailleurs c'est une question intéressante, c'est peut-être à poser sur le groupe, savoir si la montre plaît déjà esthétiquement. Donc nous, on a déjà poser la question, il n'y a pas de souci, hein, tu as accès au groupe. Hein, Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la première question qu'on peut poser sur le groupe. Nous, on a déjà des retours qui sont vraiment très très bons. Moi, j'aime bien le travail du designer en général, et là, on voit qu'il y a il y a un vrai sens et une cohésion dans tout le design, et tout en étant très très original. Donc, j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà. Le retour qu'on a effectivement, outre le tien, c'est on a eu beaucoup de personnes qui nous ont appelés, qui ont communiqué avec nous sur les réseaux sociaux, etc. Cette montre-là, au-delà des hashtags et de la démarche, parce qu'effectivement, ça nous a ouvert toute une nouvelle clientèle. Hein, et ça, en quelques semaines, quelques jours, de gens qui ne nous connaissaient pas et qui nous ont découvert sur un hashtag blockchain, NFT. NFT, ça veut dire non-fungible token, c'est-à-dire que c'est un jeton qui est infalsifiable, pour faire simple, donc qui est totalement sécurisé, donc vous êtes sûr que c'est vrai. Donc tous ces mots-clés nous ont apporté une clientèle complètement nouvelle. Et aussi, dans notre clientèle actuelle, beaucoup de personnes qui se sont dit que c'était quelque chose d'intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça aussi parce que le nom de notre collection majeure, qui englobe les montres dont on parle, hein, on parle de la MK2, de la Taki Télé, de la MK1, de la 417. Le nom de cette collection-là, ça s'appelle Pioneer, qui veut dire pionnier. Et donc, c'était pour nous intéressant de dire, voilà, on essaye de faire ça. Donc, on a fait ça avec une maison de vente aux enchères allemande. Ce qui était très rigolo, c'est que
Ils ont fait pour plus d'1 million d'euros de vente de montres. Il y avait des Rolex, des Patek, des Audemars Piguet. La plus chère, c'était une montre de poche Patek qui a été vendue 330 000 euros. Et nous, ils ont vendu, on va dire, la montre NFT, donc virtuelle, donc sans la montre physique, 44 625 euros. Voilà. Donc ça, c'est dans un monde qui bouge, on bouge. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus Ouais, bah, depuis maintenant 2 ans. eh ben, je plus sois dans tout ça. Euh, J'arrive plus à voir les commentaires de la vidéo en cours. Tout à l'heure, je les voyais, là, je les vois plus. Alors, merci. La montre qui bouge. Ouais, Merci Facebook. Des fois, il y a des petits lags. Donc, écoute, moi, si je devais partager mon expérience avec ces trois montres, et je dirais que celle qui m'a tapé à l'œil, effectivement, c'est la 417. Mais très vite, je me suis dit, ah, moi, 42 mm, c'est un peu balèze, elle est bien, elle est nickel. Bon, 42 mm, c'était un peu grand. Hop, je suis passé à la pionnière. Je dis, oh, elle me va comme un gant, nickel, les cornes courbées. Je l'ai porté une après-midi, j'étais super content. Je dis, putain, une pilote, ça faisait régulièrement, j'ai lorgné sur les pilotes, sur les Stowa, les signes, je ne sais plus d'autres. Enfin, c'était surtout les Stowa que j'aimais bien. Et là, avec les aiguilles cathédrales et tout, putain, elle est nickel, celle-là, elle me tente bien. Et après, bah, je suis passé à celle-là, et qui m'avait au premier abord pas plu, parce que ouais, le boîtier, c'est ce que je regarde en premier, et là, un chrono, c'est assez épais, les cornes étaient relativement basiques, et donc je me suis pas trop arrêté dessus au premier regard. Et en fait, en la portant, c'est celle-là que j'ai préférée, quoi. Vraiment, ouais, celle-là, elle est vraiment réussie et il faut l'essayer pour la comprendre, quoi. Ouais. Et non, vraiment. Et puis sa petite histoire, 1939, c'est l'histoire Allemagne 1939. Bon, c'est pas sur ça qu'on va appuyer, mais je trouve qu'il y a. ouais. Oh. Et En puis fait, oui, vas-y. non, mais 1939, en fait, l'histoire, elle commence pas en 1939, quoi. L'histoire de la marque, ça Non, mais commence en de la marque, oui, 1982. oui, non, mais je parle de ce modèle. Non, mais Comme c'est la vrai. 417, on parle de 1953, celle-là, c'est Ben ouais, bien sûr. 1939. Mais voilà, 1939, la guerre, voilà, pas le bon côté vu d'ici. Ouais. 1938, Voilà. c'était pas la guerre non plus, etc. Non, je pense il faut aller au-delà de ça. Et il y a beaucoup de marques d'ailleurs ont des histoires diverses et variées. La guerre, c'est toujours des moments un peu compliqués. Ah oui, Donc, Volkswagen, Hugo Boss, ouais. ouais, ouais, quel que soit le côté, même le côté de l'autre côté, je pense faut faire abstraction de ça. Oui, Mais c'est vrai mais que c'est des marques, c'est une marque qui vaut le coup d'œil. Et moi, quand je l'ai prise comme marque en distribution, en fait, sur les chronos, il y a des offres sur du Swatch Group, des Hamilton, un peu en dessous du Tissot. Et puis un peu au-dessus, il y avait aussi du Bel Eros, du Breitling, etc. Mais ce qui s'est passé aussi, je pense que on a aussi une chance dans le fait de ne pas avoir appartenu à des groupes. Et l'une de ces chances, c'est de ne pas avoir été dopé au marché chinois et aux clients chinois. Et je pense qu'il y a un certain nombre de marques qui ont fait des choses ces dernières années, qui les ont emmenés justement pour répondre à la demande en termes de goût, par exemple, du marché chinois. Et nous, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. On n'a pas pris des raccourcis pour plaire à la clientèle chinoise. Et en fait, ce qui s'est aussi passé, c'est pas simplement une histoire de prix hein, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a un réseau de distribution qui n'était pas non plus calé sur de la clientèle chinoise, comme beaucoup de ta marques. caméra s'en va là. Donc en fait, quand il y a eu l'effondrement de ces réseaux de distribution-là, parce que la clientèle chinoise ne venait plus, ou qu'elle achetait moins, ou nettement moins, et en fait, nous, on n'a pas été touchés, et nous, on était petits, mais on était en hyper-croissance, alors qu'il y avait des gros qui étaient en hyper-décroissance. Ta Donc caméra en s'en fait, voilà. va. Pascal, Pardon?
Ah, Ta caméra ça s'en glisse. va. Ah, ça glisse, ça glisse. Et donc, en fait, on a eu cet aspect-là qui a été intéressant. C'est-à-dire qu'on Ouais. n'était pas dépendant On du était- marché chinois et Ouais, qu'on n'a pas eu. Et nous, là, on n'a pas connu la crise, en fait, hein. Depuis 2 ans, on est en hyper croissance, hein. ouais, mais tant mieux, c'est une marque que je Mais trouve. c'est la chance aussi. C'est beaucoup de chance, hein. Ouais, bah vous avez su vous adapter aussi, voilà. Et le confinement vous a Ouais. poussé à vous adapter, vous l'avez fait et ça a marché. Ouais, c'est une alchimie. Le succès d'une montre, c'est une alchimie. Et une alchimie entre un design, une technique Ouais, je et suis d'accord. l'histoire qu'il y a derrière. Et celle-là, elle remplit ces trois cases, comme la Spin Master l'a fait en son temps, comme la Rolex Submariner l'a fait aussi en son temps. C'est cette alchimie-là qui fait qu'une montre devient une icône, quoi. Ouais. Et ce qui est rigolo aussi, c'est parfois des choix. Je vais vous prendre un exemple. On a fait du sponsoring. Je peux vous le montrer si j'arrive à pas mettre mes doigts sur le micro. On a fait du sponsoring avec Mini pour des rallyes. Alors, au début, Mini n'était pas considéré comme T'as la marque. grossi le micro. Ça y est, j'ai mis le micro là, ça y est, je suis dessus. Ah, ça y est, c'est bon. Et donc Mini, c'était un choix un peu original pour faire du rallye Paris-Dakar et du rallye raid. Et en fait, ils ont gagné. Donc, bon, c'est aussi des choses, c'est des coups de chance, tout ça, hein. Ouais. C'est des idées. Et puis après, ça marche ou ça marche pas, etc. Voilà. Ouais, Bon, ça, l'aviation, on est en plein. Ça, c'est les chronos à main. On est en 38 là, hein, vous voyez, c'est les premières courses automobiles. On est il y a très longtemps, hein. Donc, là, c'est effectivement les tout premiers chronos dont on parlait, hein, 38, 39, etc. Voilà, donc il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. On ouais. a quelque chose de très innovant. Alors pour l'instant, on l'a simplement sur du 45 mm, donc ça limite un petit peu parce que c'est moins pour le marché français. Et je voulais quand même vous en parler. Bon là, vous voyez rapidement, mais Ouais. avant qu'on y arrive, ça, vous voyez, c'est comment ça se passe un chrono dans une Jaguar Ouais. Je vois de la rangée des collection. trois là. Donc là, ils ont mis 3 chronos. Ça, c'est les chronos que l'on vend, etc. Donc avec des prix très abordables, hein. On est aux alentours de 400 euros, 500 euros pour les premiers prix. Ça, c'est ce que vous pouvez mettre sur un bureau avec la plaque qui s'enlève et qui se met dans la voiture. La même chose avec la version en Et acier. alors, c'est quoi le truc innovant en 45 mm alors? Pardon? Donc C'est la laquelle 45 la mm, 45 la qui est 45, je vais innovant? vous la montrer. Je remonte ici, je la cherche en même temps que. Hop. C'est la Mister En Cool? fait, elle a un truc exceptionnel, c'est qu'elle a un acier qui est invariable ou quasiment invariable. Où est-ce qu'elle est? Hop. Je fais en même temps. J'espère qu'elle est là. Parce que, en attendant, il y a Dominique Roussy qui demande à quand la Mister Cool en 39 mm. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Bah, la Mister Cool, il parle de la 417. D'accord, ok. Ah, t'es parti? Alors, c'est bon? Ça Voilà. sonne? C'est bon. Ouais. Donc la Mister Cool, c'est en 39 mm, c'est la 417. Ok, d'accord. Parce que Mister Cool, c'est le nom de Steve. Oui, C'est, oui, ouais. Alors je la cherche en fait, je ne la trouve pas. Donc en fait, on a une montre qui s'appelle la Racemaster, qu'on a sortie avec un acier inrayable qui n'a pas de nickel dedans. Très très dur. Et donc, qui a un avantage, c'est que la lunette lisse avec cet acier inrayable, bah ça a tout son sens, parce que justement, les lunettes lisses peuvent se rayer facilement. Et donc, on a ça. Mais je crois que je n'ai pas la montre avec moi Non, mais actuellement. je vois l'esthétique, mais ouais, en 45 mm et les bicompacts sont tout à l'extérieur, là. À l'extérieur, très très lisible. Donc voilà.
Bon, ça, c'était une des montres dont je voulais vous parler. Et pour finir, je voulais vous raconter une toute petite histoire, mais qui est intéressante, je pense. C'est en fait, vous connaissez tous les types 20 de Breguet, par exemple. Hmm. Et en fait, les types 20, ce sont des nomenclatures de l'administration française qui indiquent que pour qu'une montre soit type 20, il faut qu'elle corresponde à un certain nombre de critères. Et donc, il donne les critères. Et quand on prend la nomenclature originale de l'administration française dans les années 50, tous les critères sont listés et à la fin, c'est marqué comme un art. Donc, en fait, c'est une référence pour les montres type 20. Et donc, je trouvais ça Ouais, savoureux exactement. de conclure sur cette belle histoire. En effet, en effet. C'est vrai que c'est. Mais voilà, c'est une marque qui se fait connaître maintenant. C'est vrai que je ne connaissais pas avant. Et je suis content de la connaître. Je suis content d'avoir essayé ces trois montres. C'est c'est un achat que je peux envisager dans le futur. Ouais. Euh, et voilà. C'est tout à fait recommandable en tout cas. Bah, eh ben, En merci tout cas, c'est super Pascal. sympa. Comment? Hein. C'est super sympa de ce Bah, moment passé ensemble. bah Donc, ouais, vraiment, écoute, merci. merci beaucoup. Et puis voilà, comme tous ceux qui passent dans les entretemps, on évite de faire de la pub sur le groupe, mais les marques qui sont passées, c'est avec plaisir qu'on suit leur actualité, que vous nous partagez les nouveaux modèles qui sortent, les actualités, les choses comme ça. Tant que c'est pas de la pub pure et dure comme on ferait dans n'importe quel média, mais qu'on sait qu'on s'adresse à des passionnés. Voilà, la marque est la bienvenue, le groupe est ouvert. Si tu veux avoir l'avis des membres sur la CXD, ben voilà, c'est tout ouvert. C'est vraiment voilà, on dit Bon, que les marques restent amies avec Horlogerie francophone, donc c'est un plaisir. ben, un plaisir partagé. Et puis, à tous les membres de Horloger francophone, et même peut-être au-delà, parce que sur YouTube, je pense que ce sera Oui, possible oui, je de vais le la mettre sur voir YouTube, la vidéo. Ouais. au-delà. Ben, écoutez, n'hésitez pas à contacter les revendeurs Anart. Hein, vous avez la liste sur le site internet. N'hésitez pas à me contacter, hein, Pascal Michel. Vous avez sur mon Instagram ou sur Anart, Anart France, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. On est à votre service. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je pense que on a déjà des demandes de certains membres, alors je crois d'horlogerie francophone, pour faire un petit peu ce qu'on a fait ensemble avec le test de la montre. Ça pourra se faire en 2022 un peu plus facilement parce qu'on aura un petit peu plus de montres, d'une part, et ça pourra se faire aussi au travers de nos vendeurs. Donc si vous demandez à Stéphane Clouseau ou à Frojo ou à d'autres revendeurs comme Veroven ou là ce soit à Paris ou Macedo ou ABP, etc. Ou Aurel à Bordeaux, etc. N'hésitez pas. On est à votre disposition. Effectivement, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller essayer les montres. Je pense que c'est toujours la même chose. Une montre au poignet, ça parle. C'est à ce moment-là C'est vrai, que c'est la vrai, c'est vrai. magie et l'alchimie se fait. C'est vrai. Bon, eh ben, on dit au revoir à tout le monde. Et puis, Merci beaucoup. je te laisse en ligne Reste en ligne, je vais couper le direct. On dit au revoir, enfin, je dis au revoir à Horlogerie francophone. Et puis, je vais mettre cette vidéo sur YouTube bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Salut. À bientôt.